Mon frère pensait que 2 minutes sous l'eau, c'était drôle. J'ai passé 2 ans inconscient et j'ai tout perdu. Maintenant, je viens me venger. Les paroles de la neurologue semblaient venir de sous l'eau, déformées et impossibles à traiter pleinement. Lésion cérébrale hypoxique sévère, expliqua-t-elle, utilisant des termes qui sonnaient cliniques et froids. 2 ans et 3 mois que vous êtes inconscient. Votre famille attend ce moment depuis très longtemps. Mais je ne pouvais pas me concentrer sur ces mots parce que mon corps me paraissait bizarre, étranger, comme si j'utilisais une machine que je n'avais jamais appris à contrôler. Mes doigts ne pouvaient pas saisir correctement le drap de lit. Mes jambes restaient immobiles sous la fine couverture d'hôpital, refusant les ordres que mon cerveau envoyait avec un désespoir croissant. Quand j'ai essayé de demander ce qui s'était passé, les sons qui sortaient de ma gorge étaient confus et absurdes, ma langue épaisse et peu coopérative dans ma bouche qui avait un goût de métal et de produits chimiques. Ma mère était assise à côté du lit, paraissant avoir 10 ans de plus que mon dernier souvenir clair, ses cheveux complètement gris maintenant, et son visage creusé par des rides d'épuisement et de chagrin. Elle tenait ma main en pleurant, serrant mes doigts comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau si elle lâchait prise. Mon père se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers nous, ses épaules tremblant d'une manière qui suggérait qu'il pleurait aussi, mais ne voulait pas que je le voie. Ni l'un ni l'autre ne ressemblait aux parents dont je me souvenais de la fête à la piscine. C'était en juillet, le 4 juillet précisément, chez l'oncle Raymond avec toute la famille réunie pour le barbecue et la baignade annuelle. Maintenant, ma mère disait que nous étions en octobre, et que l'année avait avancé 2 fois depuis ce jour, 730 jours de ma vie simplement effacés, volés, partis dans une obscurité dont je ne pouvais me souvenir ni expliquer. Le physiothérapeute est arrivé dans l'heure qui a suivi mon réveil, un homme nommé Julius, qui avait la carrure de quelqu'un qui avait joué au football universitaire et la douceur de quelqu'un qui travaillait constamment avec des personnes brisées. Il expliqua en termes simples que mes muscles s'étaient sévèrement atrophiés pendant le coma, que j'aurais besoin de réapprendre les fonctions motrices de base, que le processus serait lent et frustrant, mais possible avec de la détermination. Quand il a essayé de m'aider à m'asseoir, mon corps n'a pas coopéré. Mes muscles abdominaux avaient oublié comment s'engager. Mon équilibre était complètement anéanti, et le simple fait de passer de l'horizontale à la verticale me laissait étourdi et nauséeux. Julius a soutenu mon poids pendant que je luttais contre des larmes d'humiliation. J'étais un étudiant en ingénierie au MIT avec une bourse d'études complète avant la fête à la piscine. Maintenant, je ne pouvais pas m'asseoir sans aide, comme un bébé. Mon frère aîné, Damien, est venu me rendre visite cet après-midi-là, et quelque chose m'a paru immédiatement étrange dans sa présence. Il est entré en portant des fleurs et en affichant une expression de soulagement qui semblait plus travaillée que sincère. Quand il a saisi ma main et a dit qu'il avait prié pour que je me réveille, sa prise semblait forcée, trop serrée et trop délibérée. Il a parlé de la culpabilité qu'il avait ressentie, de la façon dont l'accident l'avait hanté, de la façon dont il m'avait rendu visite chaque semaine pendant le coma, mais ses yeux ne cessaient de fuir les miens, et quand j'ai essayé de demander ce qui s'était passé à la piscine, il a changé de sujet rapidement, disant que nous en parlerions plus tard quand je serais plus fort. Ma mère a acquiescé, disant que je devais d'abord me concentrer sur le rétablissement. La façon dont ils ont échangé des regards a crispé mon estomac d'une anxiété que je ne pouvais pas exprimer. L'évaluation cognitive a eu lieu le lendemain, un médecin nommé ou administrant des tests qui ont révélé l'étendue de mes lésions cérébrales. Elle m'a montré des images et j'ai eu du mal à nommer des objets simples. Une chaise m'a pris 30 secondes à identifier. Une pomme m'a fait dire orange en premier. Elle m'a demandé de compter à rebours à partir de 100 et je me suis perdu dans les années 70. Ma vitesse de traitement était si lente que chaque nombre nécessitait un effort conscient pour être calculé. Elle m'a demandé d'essayer d'écrire mon nom, et les lettres sont sorties tremblantes et enfantines, ma motricité fine détruite par le manque d'oxygène. L'expression du docteur Wu est restée professionnellement neutre tout au long de l'évaluation, mais j'ai pu voir l'inquiétude dans ses yeux lorsqu'elle a compilé les résultats. Le nombre qu'elle m'a finalement donné pour ma fonction cognitive était dévastateur. J'ai été testé à peu près au niveau d'un enfant de 12 ans, bien que j'en ai 22 chronologiquement. Mes souvenirs de la fête à la piscine existaient en fragments, peu fiables et oniriques. Je me souvenais de la chaleur, de l'odeur du chlore et de la fumée de charbon de bois du barbecue, de la nouvelle caméra GoPro de mon cousin avec laquelle tout le monde jouait sous l'eau. Je me souvenais que Damien m'avait mis au défi de faire un concours d'apnée pour de l'argent, 100 $ à celui qui resterait le plus longtemps sous l'eau. Je me souviens d'avoir plongé, l'eau fraîche contre ma peau, mes poumons commençant à brûler alors que je comptais les secondes dans ma tête. Puis plus rien, un espace vide où la mémoire devrait exister.
La pensée claire suivante a été de me réveiller dans ce lit d'hôpital 2 ans plus tard avec le visage vieilli de ma mère et mon corps qui ne fonctionnait pas correctement. Le docteur Wu a expliqué que les lésions cérébrales hypoxiques causaient souvent une perte de mémoire autour de l'événement traumatique, que je ne pourrais peut-être jamais récupérer ces derniers moments. L'explication m'a paru insuffisante d'une certaine manière. Julius a travaillé avec moi quotidiennement sur la réadaptation physique, et les progrès ont été terriblement lents. Le 3e jour, j'ai réussi à m'asseoir sans aide pendant 30 secondes avant que l'épuisement ne me fasse retomber. Le 5e jour, j'ai bougé mes jambes volontairement pour la première fois, juste une contraction, mais Julius a célébré comme si j'avais couru un marathon. Le 8e jour, je me suis tenu debout avec de l'aide, mes jambes tremblant violemment à cause de l'effort de soutenir mon poids gaspillé. Chaque petite victoire s'accompagnait de la conscience écrasante de la distance à laquelle j'étais tombé. Je courais 5 miles par jour avant la fête à la piscine, mon corps mince et fort grâce à des années d'athlétisme. Maintenant, marcher 10 pieds jusqu'à la salle de bain nécessitait de l'aide et me laissait en sueur et étourdi. La personne que j'avais été était morte à cette fête à la piscine, et cette version endommagée était tout ce qui restait. Mon meilleur ami du MIT, un type nommé Terence, est venu me rendre visite au cours de la 2e semaine, et son visage quand il m'a vu était dévastateur. Il a essayé de cacher son choc, mais je l'ai vu clairement, l'horreur de voir quelqu'un qui avait été brillant réduit à quelqu'un qui luttait avec la cognition de base. Il m'a parlé de la remise des diplômes, des emplois d'ingénierie que nos camarades de classe avaient décrochés, des projets de recherche sur lesquels je travaillais et qui avaient été abandonnés à mon retour. Il l'a dit avec précaution, essayant de ne pas me faire sentir plus mal, mais chaque information était une autre chose qui m'était volée. Ma bourse d'études avait été annulée après le 1er semestre d'absence. Ma chambre de résidence avait été vidée. Mes recherches avaient été réaffectées. Le MIT était passé à autre chose sans moi parce que certains étudiants ne terminent pas leurs études. Damien est revenu pendant la 3e semaine et cette fois, il a apporté des photos sur son téléphone pour aider à rafraîchir ma mémoire. Il m'a montré des photos de la fête à la piscine, des images de la famille nageant, mangeant et riant. Il y en avait une de lui et moi au bord de la piscine, tous les deux souriant à la caméra, prise peut-être 1 heure avant que tout ne tourne mal. Il a fait défiler d'autres photos, et j'ai vu que sa vie avait continué sans interruption pendant mon coma, des photos de lui à la remise des diplômes de l'université d'État portant une toge et un mortier, des photos de son nouveau travail dans une entreprise d'ingénierie, portant des vêtements de travail décontractés et posant avec ses collègues, des photos de lui emménageant dans un bel appartement au centre-ville. Chaque étape importante a été documentée joyeusement pendant que j'étais inconscient et que je mourais. Quand j'ai demandé quel diplôme il avait obtenu, il a dit ingénierie mécanique avec une spécialisation en robotique, le même diplôme que je poursuivais au MIT avant l'accident. Le rapport de police est arrivé au cours de la 4e semaine, demandé par ma mère, qui insistait pour obtenir des réponses sur ce qui s'était exactement passé à la fête à la piscine. Le document était clinique et frustrant par son manque de détails. Il décrivait l'incident comme une quasi-noyade accidentelle lors d'un concours d'apnée volontaire entre frères. Plusieurs témoins ont déclaré que les 2 parties avaient participé volontairement et que la submersion prolongée n'était pas intentionnelle. Damien m'avait sorti de la piscine dès qu'il s'était rendu compte que je ne remontais pas volontairement à la surface. Les ambulanciers avaient été appelés immédiatement. La réanimation avait réussi après plusieurs minutes. L'enquête a déterminé qu'il n'y avait pas de négligence criminelle ou d'intention de nuire. Affaire classée. Le langage stérile donnait l'impression que c'était banal, juste un accident malheureux entre des frères et sœurs qui avaient joué trop brutalement. Mais quelque chose dans le phrasé m'a dérangé d'une manière que je ne pouvais pas exprimer avec ma cognition endommagée. La fin de la physiothérapie est arrivée au cours de la 6e semaine, ce qui signifie que je pouvais marcher sans aide sur de courtes distances et gérer les soins personnels de base avec supervision. Julius a dit que j'avais fait des progrès remarquables compte tenu de la gravité de ma blessure, mais le remarquable signifiait toujours que je bougeais comme une personne âgée et que je me fatiguais après une activité minimale. L'ergothérapeute m'a enseigné des stratégies pour gérer mes déficits cognitifs, en utilisant des minuteries et des listes et des routines structurées pour compenser mes troubles des fonctions exécutives. J'aurais besoin de ces aménagements pour le reste de ma vie. Il n'y avait pas de remède aux lésions cérébrales hypoxiques, pas de chirurgie ni de médicaments qui restaureraient les neurones privés d'oxygène. Les dommages étaient permanents, et je passerais le nombre d'années qu'il me restait à fonctionner comme un adulte cognitivement handicapé. Ma jeune sœur, Yasmine, est venue me rendre visite au cours de la 7e semaine, et elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Elle avait 18 ans maintenant,
plus la jeune fille de 15 ans dont je me souvenais de la fête à la piscine. Elle avait grandi et s'était coupé les cheveux courts et avait développé une intensité lasse qui n'était pas là auparavant. Elle m'a demandé si je me souvenais de beaucoup de choses de ce jour-là, et j'ai admis que ma mémoire était principalement vide. Elle est devenue très silencieuse, puis m'a demandé si je voulais connaître la vérité ou si je voulais continuer à croire l'histoire officielle. Ma mère est immédiatement intervenue, disant que Yasmine ne devrait pas me bouleverser alors que j'étais encore en convalescence, mais les yeux de Yasmine sont restés fixés sur les miens, et j'ai vu quelque chose de féroce et de colérique qui brûlait. Je lui ai dit que je voulais la vérité. Elle a dit qu'elle me montrerait quelque chose quand nous aurions de l'intimité. La sortie est arrivée au cours de la 8e semaine avec des instructions pour une thérapie ambulatoire et une réadaptation cognitive. Kara m'a conduit à son appartement où je séjournerais puisque je ne pouvais pas vivre seul dans mon état. Je n'avais jamais été chez elle avant le coma, évidemment, puisque nous ne sortions ensemble que depuis 3 mois lorsque la fête à la piscine a eu lieu. Maintenant, elle était mon principal aidant par défaut, étant restée avec moi tout au long du coma quand mes parents ne pouvaient pas être là constamment. Son appartement était petit mais confortable, et elle avait aménagé une chambre comme mon espace avec du matériel médical et des barres de sécurité. La domesticité me paraissait surréaliste, étant donné que je me souvenais à peine de notre relation. Elle m'a montré des photos de nous ensemble avant l'accident, essayant de m'aider à renouer avec des souvenirs qui ressemblaient plus à des histoires sur des inconnus qu'à ma vie réelle. Yasmine est venue visiter l'appartement 3 jours après ma sortie, et elle a apporté son ordinateur portable. Kara avait des courses à faire et nous a laissés seuls pendant 1 heure. Dès que la porte s'est fermée, Yasmine a ouvert un fichier vidéo et m'a demandé si j'étais prêt à voir ce qui s'était réellement passé à la fête à la piscine. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors qu'elle appuyait sur play. La vidéo était des images sous-marines, teintées de bleu et légèrement troubles, prises avec la GoPro de mon cousin qui avait été montée sur le plancher de la piscine, filmant les gens qui nageaient. L'horodatage indiquait le 4 juillet, vers 15h15. Je me suis regardé avec Damien plonger pour le concours d'apnée, tous les deux nageant jusqu'au fond et nous y installant, nous regardant de manière compétitive. La vidéo a continué pendant 30 secondes, 45, 1 minute. Je pouvais me voir commencer à lutter, mon corps voulant remonter à la surface alors que mes poumons brûlaient. J'ai poussé vers la surface, et c'est là que tout a changé. Les mains de Damien se sont tendues et ont saisi mes épaules, me repoussant vers le bas. Je me suis débattu contre lui, essayant clairement d'atteindre l'air, et il m'a maintenu enfoncé de force. La vidéo a tout capturé avec une clarté dévastatrice, ses mains sur ma tête, me maintenant sous l'eau pendant que je me débattais et me battais. Les jambes des autres nageurs étaient visibles en arrière-plan, des gens à la surface qui ne pouvaient pas voir ce qui se passait en dessous. L'horodatage a continué, 1 minute 30 secondes, 45, 2 minutes. Mes mouvements sont devenus plus faibles, plus désespérés, puis lents. Damien m'a maintenu enfoncé pendant tout ce temps. À 2 minutes et 8 secondes, mon corps s'est affaissé. Il m'a immédiatement relâché et s'est précipité à la surface, traînant mon corps inconscient avec lui, criant à l'aide. Yasmine a mis la vidéo en pause, et je suis resté assis là, incapable de traiter ce que je venais de voir. Mon propre frère m'avait délibérément maintenu sous l'eau jusqu'à ce que je perde conscience, jusqu'à ce que mon cerveau soit privé d'oxygène assez longtemps pour causer des dommages permanents. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un jeu qui était allé trop loin. C'était une agression, une tentative de meurtre, quelque chose de délibéré et de calculé. Yasmine a expliqué qu'elle avait trouvé les images de la GoPro 1 semaine après l'accident en examinant l'équipement chez l'oncle Raymond. Elle les avait montrées immédiatement à nos parents. Ils avaient regardé leur fils aîné tuer presque leur fils cadet sur la caméra, et ils avaient décidé d'enterrer les preuves. Ils avaient convaincu Yasmine que porter plainte détruirait la famille, que Damien n'avait pas voulu causer de graves dommages, que protéger leurs 2 fils signifiait garder cela secret. Yasmine avait 15 ans et était terrifiée, et avait suivi le mouvement. Mais elle avait gardé une copie de la vidéo, cachée et cryptée, attendant que je me réveille. La rage est venue lentement au début, puis d'un seul coup, comme un barrage qui se rompait. Chaque visite de Damien où il avait joué le frère concerné, chaque fois que mes parents avaient éludé les questions sur ce qui s'était passé, chaque partie du rapport de police qui avait qualifié cela d'accident alors que les preuves vidéo montraient une violence délibérée, ils m'avaient tous menti, protégeant Damien pendant que je souffrais de lésions cérébrales permanentes. Yasmine a dit que c'était pire. Elle a ouvert les profils de médias sociaux de Damien montrant les 2 dernières années, des publications sur l'obtention d'un diplôme avec mention en génie mécanique,
des publications sur l'obtention d'un poste de débutant chez Morrison Robotics, l'une des entreprises les plus prestigieuses de l'État, des publications sur le projet de recherche qu'il avait terminé et qui lui avait valu le poste. Un projet dont les spécifications correspondaient exactement à ce sur quoi je travaillais au MIT avant le coma. Yasmine avait fait d'autres recherches parce que quelque chose dans le succès de Damien lui avait semblé faux. Elle avait contacté mon ancien conseiller du MIT, le professeur Keating, prétendant vérifier des informations pour une demande de bourse. Keating avait mentionné à quel point mon accident était regrettable, surtout compte tenu des recherches prometteuses que je menais sur les interfaces robotiques adaptatives. Il avait dit que Damien l'avait contacté pendant mon coma, lui posant des questions sur mon travail, affirmant qu'il voulait terminer mes recherches en hommage à moi. Keating avait donné accès à mes fichiers et notes, pensant qu'il aidait un frère en deuil à honorer son frère comateux. Damien avait pris mes recherches, avait légèrement modifié l'approche et l'avait soumise comme son mémoire de fin d'études dans son école d'état médiocre. La thèse avait été suffisamment bonne pour être remarquée par Morrison Robotics pendant la saison de recrutement. J'ai écouté Yasmine expliquer comment Damien avait systématiquement volé ma vie pendant que j'étais inconscient. Il avait pris mes recherches et les avait utilisées pour obtenir le poste d'ingénieur que j'aurais obtenu. Il avait emménagé dans le genre d'appartement que je prévoyais de louer après l'obtention de mon diplôme. Il avait bâti une carrière sur les fondations de mon travail tout en disant à tout le monde qu'il honorait son frère blessé. Et nos parents savaient tout cela, savaient qu'il avait failli me tuer délibérément, savaient qu'il avait volé mes recherches, et avait aidé à tout dissimuler pour le protéger. La trahison était si complète et à plusieurs niveaux que je ne pouvais pas la traiter pleinement avec ma cognition endommagée. Je n'arrêtais pas de regarder la vidéo sous-marine, les mains de Damien sur ma tête, me maintenant enfoncées pendant que je luttais et mourais. Kara est rentrée à la maison et m'a trouvé en train d'hyperventiler sur le canapé pendant que Yasmine essayait de me calmer. Entre deux respirations haletantes, j'ai expliqué à propos de la vidéo, à propos de Damien me maintenant sous l'eau délibérément, à propos des recherches volées et des mensonges. Le visage de Kara est passé du choc à la fureur, puis à quelque chose de froid et de déterminé. Elle était infirmière, et elle comprenait l'agression médicale, comprenait le concept de causer délibérément des dommages tout en conservant une dénégation plausible. Elle a demandé à Yasmine si elle avait des copies de tout, et Yasmine a acquiescé, lui montrant des fichiers cryptés sur plusieurs disques. Kara a dit que nous avions besoin d'un avocat immédiatement, quelqu'un qui se spécialise dans les cas d'agression et qui peut naviguer dans l'intersection compliquée de la violence familiale et de la réticence des poursuites. Elle connaissait quelqu'un de son travail à l'hôpital, une défenseur des victimes qui mettait les survivants d'agression en contact avec des ressources juridiques. L'avocate s'appelait Diana Okoye, et elle était spécialisée dans les cas où les enquêtes initiales avaient été inadéquates ou corrompues. Elle nous a rencontrés 3 jours plus tard et a regardé la vidéo sous-marine sans réaction visible, son expression professionnellement neutre. Quand elle a été terminée, elle a demandé pourquoi cela n'avait pas été présenté à la police à l'origine. Yasmine a expliqué que nos parents l'avaient supprimé, qu'elle avait 15 ans et qu'elle avait peur, à propos de la pression familiale pour protéger Damien. Diana a demandé si j'avais subi des blessures permanentes, et j'ai fait un geste vers tout mon corps, vers mes handicaps cognitifs et physiques évidents. Elle a pris des notes et a dit, c'était clairement une agression avec des lésions corporelles graves, peut-être une tentative de meurtre, selon la façon dont les poursuites voudraient encadrer l'intention. Le délai de prescription n'avait pas expiré parce que j'avais été dans le coma pendant la majeure partie de la période, ce qui a interrompu le délai légalement. Diana a expliqué le processus avec soin, consciente que mon traitement cognitif était altéré. Déposer des accusations nécessiterait d'impliquer la police et le bureau du procureur de district. La preuve vidéo était convaincante, mais nous ferions face à des défis de la part de ma famille, qui défendrait probablement Damien et affirmerait que les images étaient trompeuses, ou qu'ils avaient déjà enquêté et n'avaient trouvé aucune intention criminelle. Diana devrait prouver non seulement que Damien m'avait maintenu sous l'eau, mais qu'il avait l'intention de causer des dommages graves. La défense soutiendrait que c'était une bagarre de frères qui était allée trop loin accidentellement. Nous aurions besoin de preuves supplémentaires montrant un modèle de comportement ou un motif. J'ai demandé ce qui se passerait si nous gagnions. Diana a dit que Damien ferait face à des accusations criminelles, purgerait probablement une peine de prison importante, et je pourrais demander des dommages-intérêts civils pour l'agression et pour le vol de ma propriété intellectuelle. L'argent ne pourrait pas restaurer ma fonction cérébrale, mais il pourrait pourvoir aux soins continus dont j'aurais besoin à vie. Yasmine avait plus de preuves à partager, tirées de 2 années d'enquête discrète. Alors que tout le monde pensait qu'elle avait accepté l'histoire de couverture de la famille, elle avait trouvé des textos du jour de la fête à la piscine,
où Damien avait envoyé des messages à des amis pour leur dire qu'il en avait marre de vivre dans mon ombre, que tout le monde le comparait toujours défavorablement à son frère génie du MIT. Elle avait trouvé son historique de recherche de la semaine précédant la fête, montrant qu'il avait recherché combien de temps quelqu'un pouvait retenir sa respiration, ce qui se passait pendant la noyade, combien de temps prenaient les lésions cérébrales à se produire. Elle avait documenté son accès à mes fichiers de recherche du MIT et le calendrier de sa soumission d'un travail presque identique comme sa propre thèse. Chaque élément de preuve pointait vers la préméditation, vers Damien m'attaquant délibérément, puis volant systématiquement mon travail académique pendant que j'étais inconscient et incapable de me défendre. Nous avons déposé le rapport de police au cours de la 10e semaine de ma conscience, 11 semaines après mon réveil du coma. Le détective Marshall a pris notre déclaration et a regardé la vidéo avec une expression qui est passée du scepticisme à la détermination sombre. Il a demandé pourquoi l'enquête initiale n'avait pas révélé ces images, et Yasmine a expliqué la suppression familiale. Marshall a dit que cela compliquait les choses, mais ne rendait pas l'agression moins passible de poursuite. Il aurait besoin d'interroger les témoins de la fête à la piscine, d'obtenir la GoPro originale comme preuve, et de parler à mes parents de la raison pour laquelle ils avaient caché des preuves disculpatoires dans ce qui équivalait à une tentative de meurtre. L'entrevue serait litigieuse parce que mes parents refuseraient probablement de coopérer. J'ai dit à Marshall de faire tout ce qui était nécessaire. Ma famille avait choisi Damien plutôt que moi quand ils ont enterré ces preuves, et je ne leur devais aucune protection. Maintenant, la réaction de mes parents à l'enquête policière a été exactement ce que Yasmine avait prédit. Ils m'ont appelé à plusieurs reprises, ce que j'ai ignoré. Ils se sont présentés à l'appartement de Kara, exigeant de me parler, affirmant que Yasmine me manipulait et que je prenais de terribles décisions pendant que j'étais cognitivement déficient. Kara s'est tenue à la porte et leur a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus, qu'ils avaient perdu leur droit à la préoccupation parentale quand ils avaient couvert l'agression de leur fils sur leur autre fils. Ma mère a pleuré et a dit qu'ils essayaient de protéger la famille, que Damien n'avait pas l'intention de causer des dommages permanents, que porter plainte détruirait tout le monde. La réponse de Carrara était glaciale. Damien m'avait déjà détruit, et il l'avait aidé à le faire. Elle leur a claqué la porte au nez et a appelé la police pour signaler le harcèlement. Damien a été arrêté sur son lieu de travail un jeudi matin au cours de son 3e mois en tant qu'ingénieur junior chez Morrison Robotics. Yasmine s'était positionnée de l'autre côté de la rue avec la caméra de son téléphone et a capturé le moment où les policiers l'ont emmenée menottée sous le regard choqué de ses collègues. Son visage exprimait une incrédulité totale, comme s'il pensait vraiment qu'il s'en était tiré. Les accusations étaient des coups et blessures graves au premier degré, avec des accusations de tentative de meurtre en suspens, en fonction de la décision du grand jury. La caution a été fixée à $250 000, et notre père l'a versée en quelques heures, en liquidant des comptes de retraite pour libérer son fils aîné. Le message était clair quant à l'enfant qu'ils avaient choisi de soutenir. Morrison Robotics a suspendu Damien pendant l'enquête après avoir pris connaissance des accusations de voies de fait et des allégations de vol de propriété intellectuelle. Diana leur avait envoyé une lettre détaillée expliquant que la thèse primée de Damien était basée sur des recherches volées à son frère au MIT et que son emploi avait été obtenu grâce à des références frauduleuses. L'entreprise prenait le vol de propriété intellectuelle au sérieux et a lancé une enquête interne. En une semaine, ils ont comparé la thèse de Damien à mes fichiers de recherche originaux du MIT et ont trouvé les similitudes indéniables. Il a été renvoyé immédiatement, et l'entreprise a publié une déclaration sur le maintien des normes éthiques. Yasmine a capturé la mise à jour du profil LinkedIn de Damien, passant de employé à sans emploi, et m'a envoyé une capture d'écran, aucun commentaire n'étant nécessaire. L'audience préliminaire a eu lieu au cours de la 14e semaine. Diana a présenté la vidéo sous-marine à un juge qui l'a regardée sans émotion visible, bien que sa mâchoire se soit serrée visiblement vers la 2e minute, lorsque mon corps s'est affaissé. L'avocat de Damien, un homme nommé Foster, a fait valoir que la vidéo manquait de contexte et que l'incident avait déjà fait l'objet d'une enquête policière en tant qu'accident. Diana a rétorqué que l'enquête initiale avait été compromise par des membres de la famille qui avaient supprimé des preuves et que la vidéo montrait clairement Damien me retenant de force sous l'eau pendant plus de 2 minutes malgré mes efforts visibles pour me débattre. Le juge a statué qu'il y avait des motifs probables pour procéder à un procès et a durci les conditions de libération sous caution de Damien pour inclure l'interdiction de me contacter, moi ou Yasmine. Nos parents étaient assis dans la galerie, l'air dévasté, mais ils étaient assis du côté de Damien dans la salle d'audience, leur allégeance étant claire. Le professeur Kidding du MIT a été horrifié lorsque Diana l'a contacté au sujet du vol de recherche. Il a fourni une déclaration sous serment documentant mon travail original,
le calendrier du développement de ma recherche et la similitude suspecte entre mes notes et la thèse de Damen. Il a également exprimé ses regrets d'avoir donné à Damen accès à mes fichiers, disant qu'il avait été manipulé par quelqu'un qui prétendait avoir une dévotion fraternelle alors qu'il se livrait en fait à un vol académique. L'administration du MIT a examiné la situation et a publié une déclaration soutenant toute action en justice que je choisirais d'intenter. Ils ont également indiqué que ma bourse et mon poste de chercheur seraient rétablis si j'étais en mesure de reprendre mes études, bien que nous savions tous les deux que ma déficience cognitive rendait cela pratiquement impossible. Le geste était significatif, mais ne pouvait pas restaurer ce que Damen avait volé. Les nouvelles locales ont repris l'histoire, et elle est devenue virale dans la région. Un frère maintenu sous l'eau pendant 2 minutes, passe 2 ans dans le coma, se réveille pour découvrir que son frère a volé sa recherche et sa carrière. La vidéo a été partagée des milliers de fois, bien que nous ayons fourni des images modifiées qui se terminaient avant que mon corps ne s'affaisse complètement pour éviter le contenu le plus troublant. L'opinion publique a été rapide et brutale. Les médias sociaux de Damen ont été inondés de commentaires le qualifiant de monstre, de voleur, d'assassin en puissance. Plusieurs de ses anciens camarades de classe se sont manifestés, disant qu'ils avaient toujours pensé qu'il était jaloux de moi et soupçonnaient que son travail de thèse semblait trop sophistiqué pour son niveau de compétence. Le tribunal de l'opinion publique a rendu son verdict bien avant qu'un jury ne délibère. Ma rééducation cognitive s'est poursuivie tout au long de ce drame juridique. Le Dr O a travaillé avec moi chaque semaine sur des exercices conçus pour reconstruire les voies neuronales et améliorer la vitesse de traitement. Les progrès étaient minimes mais mesurables. Je pouvais maintenant lire des livres simples sans perdre la compréhension, bien que les textes complexes restent hors de ma portée. Je pouvais mieux suivre les conversations et parler avec moins de confusion, bien que j'ai encore du mal à trouver mes mots et à construire des phrases complexes. Je ne suis jamais revenu au niveau de cognition du MIT, mais je pourrais éventuellement fonctionner au niveau du lycée plutôt qu'au niveau du collège. Les améliorations étaient à la fois importantes et dévastatrices. Je devenais plus intelligent, mais je ne serais jamais assez intelligent pour terminer le diplôme pour lequel j'avais obtenu une bourse complète. Le procès de Damen a commencé au cours de la 20e semaine de ma conscience, environ 5 mois après mon réveil. La sélection du jury a pris 2 jours, Foster éliminant toute personne ayant des frères et sœurs ou toute personne travaillant dans les domaines médical ou scientifiques. Le jury final était composé de 7 femmes et de 5 hommes, principalement d'âge moyen, avec des expressions suggérant qu'ils prenaient la responsabilité au sérieux. La déclaration liminaire de Diana était directe et dévastatrice. Elle a diffusé la vidéo sous-marine dans les 5 premières minutes, la laissant parler d'elle-même. Elle m'a montré assis dans la galerie avec ma canne et ma déficience cognitive évidente. Elle a expliqué comment Damen m'avait non seulement presque tué, mais avait volé ma recherche pour bâtir une carrière pendant que j'étais dans le coma. Ensuite, elle a promis de prouver chaque élément de l'agression au premier degré et de démontrer que les actions de Damen étaient délibérées et malveillantes plutôt qu'un jeu brutal accidentel. La déclaration liminaire de Foster a tenté de présenter l'incident comme un accident tragique lors d'une compétition fraternelle qui avait mal tourné. Il a souligné que Damen m'avait immédiatement ramené à la surface et avait appelé à l'aide, ce qui montrait qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer de graves dommages. Il a affirmé que les images sous-marines étaient trompeuses parce qu'elles manquaient d'audio et de contexte sur ce que nous avions convenu avant de plonger. Il a suggéré que j'aurais pu signaler que j'allais bien sous l'eau et que Damen avait mal compris mes mouvements. L'argument était faible étant donné la clarté de la vidéo, mais Foster faisait son travail en créant un doute raisonnable. Il n'a pas abordé directement le vol de recherche dans sa déclaration liminaire, prévoyant probablement de le rejeter comme non pertinent pour les accusations d'agression ou de prétendre qu'il s'agissait d'un hommage éthique plutôt que d'un vol. Yasmine a témoigné le 2e jour, guidant le jury à travers la découverte des images de la GoPro et les montrant à nos parents. Elle a décrit leur décision de supprimer les preuves, son malaise face à la dissimulation et son choix de conserver une copie cachée jusqu'à mon réveil. Lors du contre-interrogatoire, Foster a tenté de suggérer qu'elle avait manipulé les images ou que sa mémoire de jeune fille de 15 ans pouvait être peu fiable. Yasmine est restée calme et a souligné que les preuves vidéo n'exigent pas une mémoire fiable. Elle montre exactement ce qui s'est passé. Elle a également produit la carte SD originale de la GoPro avec les métadonnées des fichiers, prouvant quand la vidéo a été enregistrée et qu'elle n'avait pas été modifiée. Foster n'a pas pu contester efficacement les preuves techniques et a dû passer à autre chose. Le professeur Kidding a témoigné le 3e jour au sujet de ma recherche au MIT et de la similitude suspecte avec la thèse de Damen. Il a apporté les 2 documents et a guidé le jury à travers des sections spécifiques montrant des approches de résolution de problèmes identiques, des équations identiques,
même des fautes de frappe identiques dans certains cas. Il a expliqué que bien que la recherche parallèle produise parfois des résultats similaires, le niveau de duplication ici était impossible sans copie directe. Il a témoigné que Damen avait spécifiquement demandé l'accès à mes fichiers, affirmant qu'il voulait compléter mon travail en mon honneur, et qu'il avait fourni cet accès, faisant confiance aux intentions déclarées de Damen. Le jury a pris des notes détaillées pendant ce témoignage, plusieurs membres regardant entre les documents avec un scepticisme visible quant à l'éventuelle affirmation de Foster d'un hommage éthique. Kara a témoigné le 4e jour au sujet de mon état à mon réveil du coma, de l'étendue de mes handicaps et des déficits cognitifs qui avaient mis fin à ma carrière universitaire. Elle a décrit la physiothérapie et la rééducation cognitive, ainsi que les soins continus dont j'aurais besoin pour le reste de ma vie. Elle a expliqué que les lésions cérébrales hypoxiques étaient permanentes, qu'aucun traitement ne restaurerait les neurones endommagés par le manque d'oxygène. Lors du contre-interrogatoire de Foster, elle a reconnu que certains patients comateux se rétablissent plus complètement que d'autres, mais a souligné que 2 minutes et plus sans oxygène causaient de manière fiable de graves lésions cérébrales. Elle a regardé Damen en disant cela, son expression indiquant clairement ce qu'elle pensait de lui. Plusieurs jurés ont suivi son regard, étudiant le visage impassible de Damen. J'ai témoigné le 5e jour, et Diana m'avait soigneusement préparé à l'expérience. Elle m'a interrogé sur ma vie avant la fête à la piscine, ma bourse du MIT, ma recherche et mes projets d'avenir. J'ai décrit ma relation avec Damen en grandissant, qui avait été généralement positive avec une rivalité fraternelle normale. J'ai admis que j'avais été le plus performant sur le plan scolaire, ce qui avait parfois créé des tensions, mais rien qui suggérait la violence. Puis Diana m'a demandé de décrire ce dont je me souvenais de la fête à la piscine, et j'ai expliqué la compétition d'apnée, la plongée, le besoin croissant de remonter à la surface. J'ai dit au jury que la dernière chose dont je me souvenais était d'avoir essayé de remonter vers l'air et d'avoir senti des mains sur mes épaules. Puis plus rien jusqu'à mon réveil à l'hôpital 2 ans plus tard pour apprendre que toute ma vie avait été volée. Le contre-interrogatoire de Foster a tenté de suggérer que ma mémoire était peu fiable en raison de lésions cérébrales et que je pourrais confondre ce dont je me souvenais réellement avec ce que la vidéo m'avait montré. J'ai reconnu que ma mémoire avait des lacunes, mais j'ai dit que la sensation physique d'être maintenu enfoncé était viscérale et distincte, quelque chose dont je me souvenais avant de voir des images. Foster a demandé si Damen et moi avions déjà joué brutalement auparavant, si nous nous étions déjà battus ou si nous avions concouru physiquement. J'ai dit oui à un jeu brutal fraternel normal, mais j'ai souligné qu'un jeu normal ne continue pas après que quelqu'un essaie clairement d'arrêter. Foster a tenté de suggérer que les signaux sous-marins pouvaient être ambigus et que Damen aurait pu sincèrement penser que j'allais bien. J'ai souligné que la vidéo me montrait en train de me débattre violemment et de m'affaisser, ce qui ne sont pas des signaux ambigus. Le jury semblait être d'accord d'après leurs expressions. La vidéo a été diffusée à nouveau le 6e jour, cette fois avec un expert médical fournissant des commentaires. Le docteur Rachid, spécialiste de la noyade et des lésions hypoxiques, a raconté ce qui se passait psychologiquement à chaque étape. Il a expliqué qu'à 30 secondes sous l'eau, l'inconfort commence. À 60 secondes, l'envie de respirer devient irrésistible. À 90 secondes, la panique s'installe. À 2 minutes, la conscience commence à s'estomper. À 2 minutes et plus, les lésions cérébrales commencent. Il a souligné l'horodatage exact où mes mouvements sont passés d'une lutte active à une agitation faible à un affaissement, expliquant que Damen aurait senti le changement de résistance. Le témoignage d'expert a rendu la vidéo encore plus accablante parce qu'il prouvait que Damen m'avait délibérément maintenu à travers chaque étape de la détresse jusqu'à ce que je sois inconscient et mourant. Les amis de Damen qui avaient été à la fête à la piscine ont témoigné avec des niveaux d'utilité variables pour la défense. La plupart ont admis qu'ils étaient à la surface et n'avaient pas vu ce qui s'était passé sous l'eau. Un ami, un gars nommé Isaac, a témoigné que Damen avait semblé sincèrement choqué quand je ne me suis pas réveillé immédiatement, qu'il avait pratiqué la RCR en criant à quelqu'un d'appeler le 911. Le contre-interrogatoire de Diana a demandé si Isaac avait remarqué Damen agir de manière jalouse ou rancunière envers moi avant l'accident. Isaac a admis que Damen avait fait des commentaires sur le fait d'être toujours comparé défavorablement à son frère Jenny, mais l'avait rejeté comme un truc fraternel normal. Diana a demandé si maintenir quelqu'un sous l'eau pendant plus de 2 minutes entrait dans la catégorie des trucs fraternels normaux. Isaac n'avait pas de bonne réponse. Damen a témoigné pour sa propre défense le 8e jour, probablement contre l'avis de Foster. Il a affirmé que le concours d'apnée avait été mutuel et compétitif. Il a dit que je lui avais fait un signe de pouce en l'air sous l'eau indiquant que j'allais bien pour continuer. Il a affirmé que lorsqu'il avait attrapé mes épaules,
c'était pour vérifier si je voulais arrêter, pas pour me retenir. Il a dit qu'il m'avait relâché au moment où il s'était rendu compte que j'étais en détresse et qu'il avait immédiatement essayé de me sauver. Son histoire contredisait la preuve vidéo claire montrant plus de 2 minutes de restriction à travers des efforts de plus en plus désespérés. Lors du contre-interrogatoire de Diana, il n'a pas pu expliquer pourquoi vérifier l'état de quelqu'un nécessitait de le maintenir enfoncé de force. Il n'a pas pu expliquer le signe de pouce en l'air qui n'était pas visible dans la vidéo. Il n'a pas pu expliquer pourquoi ses recherches Google avant la fête avaient inclus combien de temps les gens peuvent-ils retenir leur respiration et qu'est-ce qui cause les lésions cérébrales. Le vol de recherche a été soulevé lors du contre-interrogatoire de Damen par Diana. Elle lui a demandé d'expliquer les similitudes entre sa thèse et mon travail au MIT. Il a affirmé qu'il avait été inspiré par ma recherche et qu'il avait développé sa propre approche de problèmes similaires. Diana a présenté les documents côte à côte montrant des solutions identiques et a demandé comment l'inspiration et expliqué les fautes de frappe identiques. Damen a dit coïncidence. Diana a demandé si c'était une coïncidence qu'il ait demandé l'accès à mes fichiers pendant mon coma. Damen a dit qu'il voulait comprendre mon travail pour se sentir proche de moi. Diana a demandé si se sentir proche de son frère comateux incluait l'utilisation du travail de ce frère pour lancer sa propre carrière. Damen n'avait pas de réponse qui ne sonnait pas intéressée. Plusieurs jurés ont semblé dégoûtés. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 9e jour. Diana a guidé le jury à travers chaque élément de preuve méthodiquement, la vidéo montrant la restriction délibérée, les recherches Google prouvant la préméditation, la recherche volée montrant l'exploitation systématique, les 2 années que j'avais passées inconscient pendant que Damen construisait une carrière sur mon travail. Elle a souligné que Damen m'avait presque tué puis avait profité de mon incapacité, montrant un manque total de remords ou de responsabilité. Elle a demandé au jury de le tenir responsable de tentatives de meurtre et de reconnaître que l'agression avait détruit mon avenir tout en construisant le sien. Puis elle m'a montré et leur a demandé de se rappeler que la justice retardée ne devait pas signifier justice refusée. La plaidoirie finale de Foster a tenté une dernière fois de présenter tout comme un malentendu tragique. Il a souligné que Damen avait appelé à l'aide immédiatement, qu'il m'avait rendu visite tout au long du coma, que la situation de la recherche était une éthique compliquée plutôt qu'un vol. Il a demandé au jury de considérer si punir Damen avec des décennies de prison aiderait qui que ce soit ou détruirait simplement une autre jeune vie. Il a suggéré que des dommages civils pourraient me dédommager pour mes blessures sans envoyer Damen en prison. L'argument semblait creux après 9 jours de preuves montrant une violence calculée et une exploitation systématique. Le jury a délibéré pendant 11 heures sur une journée et demie. À leur retour, leurs expressions étaient sombres et déterminées. Le verdict était coupable sur tous les chefs d'accusation, agression au premier degré, vol de propriété intellectuelle. L'accusation de tentative de meurtre avait été requalifiée en agression avec intention de causer des lésions corporelles graves, qui était passible d'une peine allant jusqu'à 20 ans. Le visage de Damen est devenu blanc lorsque le président du jury a lu chaque verdict de culpabilité. Nos parents ont sangloté ouvertement dans la galerie, mais je n'ai rien ressenti d'autre qu'une froide satisfaction. Il avait été tenu responsable. Le système avait fonctionné malgré les tentatives de ma famille pour le corrompre. La justice était arrivée tard, mais elle était arrivée. Damen a été emmené menotté pendant que son avocat promettait de faire appel. Diana m'a dit de ne pas m'inquiéter des appels, que la preuve vidéo était inattaquable et que le verdict tiendrait. La détermination de la peine a eu lieu 6 semaines plus tard. Diana m'a aidé à préparer une déclaration de la victime qui détaillait tout ce que Damen m'avait volé. Pas seulement 2 ans de conscience, ni mon diplôme du MIT, ni ma santé physique et cognitive, mais mon avenir, ma carrière, mon sentiment de sécurité dans le monde. J'ai décrit mon réveil pour découvrir que mon frère avait essayé de me tuer puis avait passé 2 ans à construire une vie sur les fondations de mon travail pendant que j'étais inconscient. J'ai expliqué qu'aucune peine ne pouvait restaurer ce que j'avais perdu, mais que Damen devait faire face à des conséquences proportionnelles au préjudice qu'il avait causé. Kara et Yasmine ont également soumis des déclarations décrivant l'impact sur elles en tant que témoins de ma souffrance et en tant que personne trahie par les actions de Damen. La juge Richardson avait présidé le procès avec un détachement professionnel, mais sa déclaration de détermination de la peine a clairement indiqué ce qu'elle pensait de la conduite de Damen. Elle a noté qu'il avait délibérément maintenu son frère sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit inconscient et souffre de lésions cérébrales, puis avait systématiquement exploité l'incapacité de son frère à des fins personnelles. Elle a dit que la combinaison de la violence et de l'exploitation montrait un manque inquiétant d'empathie ou de conscience. Elle a rejeté l'argument de la défense en faveur de la clémence en raison de l'âge de Damen et de l'absence d'antécédents criminels,
notant que les délinquants primaires qui commettent une tentative de meurtre ne méritent pas des peines réduites simplement parce qu'ils n'avaient tué personne auparavant. Elle l'a condamné à 18 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 85%. Il aurait 43 ans avant d'avoir une chance de liberté. La salle d'audience a éclaté après la détermination de la peine. Nos parents ont crié que 18 ans était excessif, que la juge détruisait leur fils à cause d'un accident. La réponse de la juge Richardson a été vive et finale. Votre fils a maintenu votre autre fils sous l'eau pendant plus de 2 minutes, causant des lésions cérébrales permanentes, puis a volé sa recherche pour faire avancer sa propre carrière pendant que ce fils était comateux. 18 ans est proportionnel au préjudice causé et à l'absence totale de remords montrés. Elle a ordonné que Damen soit immédiatement incarcéré et a refusé la demande de son avocat d'une caution d'appel. Damen a été emmené en garde à vue pendant que nos parents imploraient une autre chance. Ils avaient perdu un fils à cause d'une invalidité permanente causée par leur autre fils, et maintenant ils avaient perdu ce deuxième fils à la prison. La famille qu'ils avaient essayé de préserver en supprimant des preuves avait été détruite de toute façon. Le procès civil pour vol de propriété intellectuelle a été réglé à l'amiable 6 mois plus tard. Morrison Robotics voulait éviter la publicité sur l'embauche de quelqu'un qui avait volé une recherche, et ils ont offert un règlement substantiel qui comprenait la reconnaissance que mon travail avait été le fondement de la thèse de Damen. Le MIT m'a formellement crédité de la recherche et a offert de nommer une bourse en mon honneur, bien que j'ai refusé parce que je ne voulais pas que mon nom soit associé à la tragédie. L'argent du règlement a fourni un fonds en fiducie qui couvrirait mes dépenses médicales et de subsistance indéfiniment puisque je ne pourrais jamais travailler à ma capacité précédente. Diana l'a appelé justice sous forme financière, bien que nous savions tous les deux que l'argent ne pouvait pas compenser ce que j'avais perdu. Mes parents ont essayé de me contacter à plusieurs reprises après la détermination de la peine, voulant une réconciliation ou un pardon ou quelque chose que je ne pouvais pas fournir. Ils avaient regardé Damen presque me tuer sur vidéo et avaient choisi de le protéger plutôt que de demander justice pour moi. Cette trahison était plus profonde que la violence de Damen parce qu'ils avaient eu un choix et avaient mal choisi. J'ai envoyé un courriel expliquant que je n'avais plus de relation familiale avec eux, qu'ils avaient renoncé à leurs droits parentaux lorsqu'ils avaient supprimé des preuves de tentative de meurtre. La réponse de ma mère était pleine de justifications sur le fait d'essayer de protéger leurs 2 fils et de ne pas vouloir détruire la famille. Je n'ai jamais répondu. Certaines fractures étaient trop fondamentales pour être réparées. Yasmine a emménagé avec Kara et moi 6 mois après le procès, ayant finalement dépassé l'âge de vivre chez nos parents et voulant s'éloigner d'eux. Elle s'est inscrite au collège communautaire pour étudier la justice pénale, inspirée par son rôle dans la traduction de Damen en justice. Elle a dit que le fait de voir le système fonctionner lorsqu'il recevait des preuves appropriées lui avait donné envie de faire partie de la prévention des erreurs judiciaires futures. Nous étions devenus plus proches grâce à l'enquête et au procès, liés par une trahison partagée et le choix de poursuivre la vérité plutôt que la loyauté familiale. Elle était le seul membre de la famille avec lequel je maintenais le contact, la seule qui avait choisi de me protéger plutôt que de protéger Damen. Ma fonction cognitive s'est stabilisée après 2 ans de réadaptation intensive. Je m'étais amélioré du niveau de 12 ans à environ le niveau du lycée, ce qui signifiait que je pouvais fonctionner de manière indépendante avec des systèmes de soutien en place. Je ne retournerai jamais au MIT, mais je pouvais lire, écrire et penser assez bien pour vivre une vie significative.